Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la ZAC qui nous accueille pour le tournage de ce 35e dialogue littéraire. Alors que les premières vacances se profilent pour certains d'entre nous et pour nos chères têtes blondes, ce n'est pas le cas pour les membres des jurys des grands prix littéraires que sont le Renaudot ou le Goncourt. Profitons donc de ce temps qui nous est donné pour continuer à découvrir les ouvrages de cette rentrée littéraire 2013. Aujourd'hui, nous avons retenu pour vous 2 lectures qui ont été plébiscitées par les lecteurs et par les libraires, à savoir Une bonne éducation de Sylvia Tabé aux éditions Dialogue et La confrérie des moines volants de Metin Erditi aux éditions Grasset. Enfin, nous irons à la rencontre d'Anaïk qui nous parlera de ses coups de cœur de la rentrée polar 2013. Mais tout de suite, c'est au micro de Nicolas Butreau de Radio Rivage que nous retrouvons l'auteur et artiste peintre Sylvia Tabé nous parler de son 5e roman, Une bonne éducation aux éditions Dialogue. Un roman d'apprentissage où la narratrice, Anne, revient sur ses souvenirs d'enfance et d'adolescence. Accompagnée de son frère et de sa sœur, nous découvrons au fil des pages ces séquences de vie d'une famille bourgeoise parisienne, apparemment si sereine, mais qui rapidement montre ses failles. Ces dernières sont-elles dues au passé et à ses non-dits? Est-ce là également leur héritage? Ces souvenirs et anecdotes nous permettent de comprendre comment se sont construits ces adultes. Sylvia Tabé, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous venez de faire paraître un roman qui s'intitule Une bonne éducation aux éditions Dialogue. Un roman qui nous emmène sur les traces de l'histoire de Anne. Anne qui est face à son père va mourir et ça commence par un non-dit. Est-ce que c'est un roman autour des non-dits dans les familles ? Oui, certainement. C'est aussi le moment où la vie s'en va et où c'est le moment où jamais de parler, mais où c'est impossible parce qu'il y a le poids des conventions qui, dans certaines familles, est tout puissant. Je ne sais pas si on peut parler de ce fameux non-dit. Mais je vous en prie, citez-le. Eh ben voilà, Anne, en fait, est une enfant battue par sa mère. Est-ce que c'était aussi un roman sur une enfant battue ? Pas au départ, non. C'était plutôt l'idée de dépeindre une famille qui couvrait 4 générations. Essayer de montrer comment une famille peut être à la fois très harmonieuse et tout à la fois porter des choses lourdes et certains secrets aussi, ou de choses dont il ne fallait pas parler. Alors, donc ce livre, il rentre dans les souvenirs de Anne. C'est pas un livre chronologique, hein, on ne va pas suivre de A à Z son histoire. On découvre au fur et à mesure, par petites touches. Est-ce que ça a été difficile, justement, de construire et d'organiser toute la révélation de ces souvenirs les uns après les autres ? Assez compliqué, oui, c'est vrai. C'est vrai que je ne voulais pas du tout construire un texte de façon chronologique. C'est plus un long chemin comme ça qui traverse l'enfance, l'adolescence et la vie des grands-parents, des aïeux, qui me semblait important de pouvoir s'autoriser le surgissement de souvenirs ou d'évocations, y compris le temps de décrire la nature aussi, qui prend une grande place dans ce livre. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça bouge quand même dans ce livre. Anne voyage beaucoup, hein. On va la retrouver au Pays de Galles, même si à part de Paris, on va la retrouver au Pays de Galles, on va la retrouver dans la Manche, on va la retrouver en Afrique, au Nigeria. Est-ce que ce thème du voyage aussi, c'était quelque chose d'important pour vous et pour la narratrice? Et oui, parce que l'idée était aussi de montrer qu'une famille, finalement, elle est à la fois statique et pas statique. C'est-à-dire qu'il y a des membres de la famille qui restent sur le lieu d'origine, d'autres qui se déplacent, et puis tout continue d'évoluer. Ceux qui sont restés sur place, pour certains disparaissent parce que le temps passe et la vieillesse est là. Et puis, je voulais aussi montrer que on a beau se déplacer, il y a certains faits qui, lorsqu'ils sont graves ou, denses, ne nous quittent pas. On peut changer de terre, on emporte avec soi finalement ce qui nous anime et peut-être nous détruit le plus. Et cette bonne éducation, finalement, avec tout ce qu'elle cache de non-dit, est-ce que c'est pas un roman sur la comédie des apparences ? Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Cela dit, c'est objectivement aussi une bonne éducation. C'est-à-dire que c'est un milieu assez privilégié où les arts sont présents, où la maison est belle, où les vacances sont agréables. Et puis, il y a un contexte aussi plus dur au sein de cette même famille. Et je pense que ça, c'est vraiment la vie. C'est-à-dire que
Évidemment, on ne choisit pas... on est confronté dans la vie à des choses qui sont paradoxales dans un même ensemble. Voilà. Et une famille, c'est ça, finalement. Avec La confrérie des moines volants, publiée récemment chez Grasset, Metin Erditi nous emmène à l'époque du règne de l'URSS, en 1930-1940, une histoire d'hommes de courage qui raconte comment un groupe de moines, dirigés par l'un d'entre eux, Nicodime, ont tenté de tout faire pour sauver les plus beaux trésors de l'art orthodoxe sacré. Retrouvons Laurence accompagnée de Metin Erditi, que nous avons eu la chance d'accueillir à la librairie Dialogue. Metin Erditi, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions Grasset. Il est intitulé La confrérie des moines volants et il nous mène de l'URSS de 1937 à la Russie et la France des années 2000. Alors avant tout, comment est-ce qu'on se documente lorsqu'on écrit comme cela sur un contexte historique extrêmement précis? Alors il y a une assez vaste littérature concernant la période 1918-1938 et il y a dans cette vaste littérature un certain nombre de références sur ce qui s'est passé avec l'Église. Ce qui m'intéressait, c'est ce qui s'est passé avec l'Église en URSS, mais aussi et d'abord la vie des exilés. Et c'est évident qu'il y avait d'un côté un régime bolchevique affreux, massacreur, tueur, et de l'autre côté un peuple formidable. Alors il me paraissait naturel que de ce peuple surgissent des héros. Et voilà, il y en avait un, et aidés de quelques moines, ils ont reconstitué une petite communauté qu'il appelait la confrérie des moines volants. L'un de ces moines était un ancien trapéziste et il leur a appris à pénétrer les monastères fermés, les églises gardées et à grimper les murs, à escalader les barrières pour aller sauver ce qu'ils pouvaient encore trouver de trésors sacrés de l'art russe. La confrérie des moines volants, c'est donc le titre de votre roman, c'est le nom de la confrérie que va créer Nicodime Kirilenko. Qu'est-ce qui va guider ces moines dans cette quête extrêmement dangereuse? Qu'est-ce qui va les guider Ce qui les poussait, c'était qu'aucun d'entre eux n'était un innocent. Ils avaient tous des passés lourds. Et le premier d'entre eux, c'était Nicodime. Il cherchait la rédemption. Ce qu'il faut dire, c'est que dans l'Église russe, par opposition à l'Église romaine, par exemple, les objets d'art sacré ne sont pas simplement des objets d'art sacré, ce sont des objets sacrés. La mission qu'ils s'étaient fixée était d'autant plus essentielle qu'il y a précisément cette valorisation de l'art sacré dans la tradition russe orthodoxe. La deuxième partie de votre roman se déroule à Paris dans les années 2000 et on découvre Mathias Marceau, un jeune photographe, un photographe professionnel, un très bon photographe qui s'est quelque peu perdu dans les mondanités. Alors comment et pourquoi s'est-il perdu ? Il s'est perdu personnellement et professionnellement au moment où il n'a pas voulu voir en face la réalité de son histoire, de l'histoire de son père, c'est-à-dire de son histoire. Son père meurt et demande à être enterré selon le rite orthodoxe. Il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé sur la tête. Et il comprend, il apprend qui il est, d'où il vient, d'où vient son père, qui était son grand-père. Et bien sûr, il va en Russie aux sources de toutes ces questions. Il y a dans le livre une histoire un peu parallèle entre un ancien prêtre, Ashrakov, qui avait recueilli la confession de Nicodime en 1937, et son fils qui est prêtre aussi. Dans l'église russe, un prêtre peut se marier. Et lorsque le vieil Ashrakov meurt, il demande à son fils de recueillir sa confession. Et à un moment donné, tout fils est face à cette situation. Quand il grandit et que son père vieillit, à un moment donné, il doit saisir cette responsabilité. Il devient le père de son père. Nous voici à la librairie Dialogue, où nous allons à la rencontre d'Anaïk, qui nous présente cette sélection de la rentrée des polars.
Bonjour Anaïk, quels sont pour toi les livres de la rentrée polar que tu as retenus pour nous aujourd'hui? Bonjour Émilie. Alors les titres que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui ont en commun le thème du poids des origines, sociales ou géographiques. Je vais vous présenter On ne joue pas avec la mort d'Émilie St. John Mandel. Alors, je vais vous faire un petit résumé. Pour Anton, un jeune cadre supérieur dynamique, l'heure est venue d'adhérer ou de rejeter le modèle familial. Ses proches trempent depuis toujours dans divers trafics. Le laisseront-ils se construire une nouvelle vie malgré tout ce qu'il sait? J'avais déjà remarqué l'auteur par son premier roman, Le Dernière nuit à Montréal, qui était déjà très beau. Et j'avais envie de prolonger le bonheur de la lecture avec son nouveau. Donc tu avais sélectionné plusieurs romans. Quel est le deuxième titre que tu souhaites nous présenter? Alors le deuxième roman, c'est Nymphéa noire de Michel Bussy. C'est une enquête. Un meurtre a été commis à Giverny, le village passé à la postérité grâce à Claude Monet. L'enquêteur, l'inspecteur Sérénac, se heurte au mutisme de la population. On comprendra seulement lors du dénouement pourquoi certaines personnes n'aspirent qu'à quitter le village et ses habitants. Donc un roman qui a l'air très riche en événements. Est-ce qu'il s'agit d'un ou plusieurs, d'un meurtre ou de meurtres en série? Il ne faut pas que je vous en dise D'accord. trop. On découvrira ce livre en lisant donc Nymphéa noire de Michel Bussy chez Pocket. Alors tu avais un troisième livre dans ta sélection? Absolument. Ce sera Mauvaise étoile de R.J. Ellory. C'est l'histoire de deux adolescents qui n'ont connu toute leur vie que la dureté des maisons de correction. Ils se font prendre en otage par un condamné à mort évadé qui va les embarquer pour une épopée, une errance sanglante et meurtrière. Ce sont des frères, les deux adolescents. Ils ont la même mère, mais ce sont de pères différents. Et ils ont un tempérament complètement différent. Je voulais juste aussi vous signaler qu'Ellory viendra à la librairie le mardi 5 novembre à 18h pour notre plus grand bonheur. Merci Anaïk pour ces conseils de lecture polar. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. Bonne lecture et à bientôt. Thank you.